Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. 2 titres ce soir. Certains s'y préparent toute leur vie. Aller à la Mecque pour y accomplir le 5e pilier de l'islam. Je vous parle bien sûr du pèlerinage. À la veille des premiers grands départs, nous nous sommes entretenus avec Radati, aidée et soutenue financièrement par sa famille. Elle appréhende ce voyage et nous dira pour quelles raisons. Éducation, résultats, conditions de travail, construction scolaire, formation, recrutement du personnel enseignant. Quels sont les défis du nouveau vice-recteur? Nous poserons la question directement à Gilles Albou, notre invité ce soir. Mais d'abord, direction le port de Longoni, où un engin de levage a été détruit par les flammes en fin de matinée. Fort heureusement, aucun blessé ni dégâts trop importants à déplorer sur place. René Lataste, Abel Kassimaben. 13h, l'épave est encore fumante. Les pompiers l'arrosent avec des tonnes d'eau pour la refroidir. On a été avertis vers la fin 11h. Le centre de secours il est à proximité du port. Donc c'est quand même un avantage là-dessus. Mais bon, les renforts au encadrement, on était à Kaweni. Donc on est parti là-bas, on est arrivé une dizaine de minutes après. L'incendie a été brutal, c'est très probablement un court-circuit dans le moteur qui l'a provoqué. On le voit sur ces photos prises par des témoins quelques minutes après son déclenchement. Donc on est arrivé ici avec l'engin en arrière-plan qui était totalement enflammé. Donc l'idée de manœuvre c'est d'établir 3 lances à débit variable à 500 litres minute complétées par une lance à mousse pour procéder à une extinction rapide avant que ça se propage sur le conteneur à l'arrière. Pas de blessés, pas d'arrêt de l'activité du port, mais chacun a en tête encore le récent sinistre à Kaweni et peut se poser la question. Encore un de trop. Je vous le disais en titre, le premier contingent de pèlerins décolle demain pour la Mecque. Nous avons suivi à Bandrélé l'un d'eux. Il s'agit d'une mère de famille qui en est à son premier voyage et bien sûr, l'appréhension est grande avant le départ. Taslim Abdou Hamza, Youssouf Ahmed Matoir. Dans ses valises, quelques affaires, mais aussi des médicaments. Pour son premier Hajj, Radati a tout préparé à l'avance, minutieusement. À la veille du départ, elle nous fait part de ses craintes. Quand je regarde la foule là-bas, ça me fait un peu peur. C'est tout ce que j'ai peur de la foule, mais peur d'autre chose, non. Je vais laisser ma famille, donc ça me stresse un petit peu de les laisser toutes seules. On vit en famille tout le temps, on se voit tous les jours et je vais partir 1 mois sans elle, du coup... Ça me fait un peu triste, quoi. Du côté de ses filles, beaucoup d'inquiétudes aussi pour ce long voyage qui va durer 1 mois. On se pose beaucoup de questions, on se demande si ma mère finalement, est-ce qu'elle est prête ou pas. On lui a longtemps posé la question justement pour savoir si elle se sentait prête, en tout cas physiquement, à aller accomplir ce pilier, le 5e. On ne peut que l'accompagner et faire quelque part un soutien un peu psychologique. Parce que c'est vrai que même si elle a l'air forte comme ça, on sait tous que derrière elle se pose beaucoup de questions et nous aussi. Donc toute la famille, on est là, on la soutient, on pose des questions avec elle, on écoute les réponses et on espère en tout cas que ce voyage se déroulera comme prévu. Pour un billet aller-retour, la mère de 3 enfants a déboursé plus de 4 000 €. Cela fait des années qu'elle pense à aller accomplir ce pèlerinage. Aujourd'hui, elle est prête. Je voulais aller il y a longtemps, mais le temps ne se présentait pas parce que moi je suis instite et c'est tout le temps pendant la période scolaire. Du coup, là que c'est tombé pendant les vacances, je me suis lancée, je dis c'est l'occasion ou jamais que j'en profite pour y aller. Pour se rassurer, cette future Hadjat effectue une dernière ronde auprès de sa famille. Un temps aussi pour les derniers au revoir avant son retour. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Dans ce pèlerinage, il y a des règles qu'il faut respecter et simplifier par le Tout-Puissant. Donc il ne faut pas qu'elle ait peur. Elle va partir et revenir saine et sauve de ce voyage. Demain, Radati quittera son entourage pour 1 mois de Hajj à la Mecque.
Sa famille, elle, va commencer les préparatifs pour un retour festif et émouvant. Dans un tout autre chapitre, nous accueillons pour la première fois ce soir sur ce plateau le nouveau vice-recteur de Lille, Gilles Albou, qui succède à Stéphane Martens. L'occasion de revenir dans un premier temps sur les résultats du bac et du brevet. Des résultats étonnants puisque jamais le taux de réussite n'a été aussi bas dans le département. Une question s'est alors posée par la suite. Y a-t-il des consignes pour gonfler les notes, pour donner les épreuves? On voit cela avec Siti Daroussi. Simuler le niveau réel des élèves scolarisés à Mayotte, tel aurait été le but recherché. De 42,2% de taux de réussite au premier tour, on est passé à plus de 64%. Conséquence de notes gonflées et de consignes qui auraient été données par certains responsables d'établissement aux commissions de délibération. Le proviseur de l'établissement où se tenait la commission de délibération du second tour est rentré dans la salle et a déclaré que la barre pour accorder le bac a été fixée à 9,5 sans consultation des dossiers des élèves. Au final, tout le travail du jury n'a servi à rien. Alors, y a-t-il eu des instructions pour faire preuve de générosité à l'égard d'élèves qui auraient dû redoubler? Voici la réponse du côté du vice-rectorat. Aucune consigne ne peut être donnée à un chef de centre pour qu'il agisse en quoi que ce soit sur le travail du jury. Donc, ce genre d'incident ne m'est pas remonté. Ces jurys ont des présidents, qui je vous rappelle sont des universitaires. Je m'étonnerais un petit peu qu'un universitaire se laisse faire par un chef de centre. Franchement, je n'y crois pas. Donc après, il y a toute la fantasmatique autour du bac, on ferait des choses, on remonterait les notes. Vous comprenez bien que cette année, on n'a absolument pas remonté de notes quand on voit les résultats. Aucun dysfonctionnement et les résultats en seraient donc la preuve. Des notes généreuses au bac, ça aurait aussi été le cas au niveau du brevet des collèges où près de 800 élèves auraient été repêchés et puisque le diplôme aurait été accordé à partir de 340 points au lieu des habituels 400 points. D'où semble-t-il l'explosion du taux de réussite dans certains collèges à plus de 90%. De quoi se poser des questions surtout quand on sait que bon nombre d'élèves de 3e ont d'énormes lacunes. Durant l'épreuve, une grosse majorité d'élèves avec des difficultés en français se contentent de recopier le texte par honte de rester là à ne rien faire. Qu'ils soient maquillés ou pas, ces taux de réussite au bac et au brevet ne résolvent pas une autre problématique, la non-affectation de nombreux élèves à chaque fin d'année. Et monsieur le vice-recteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, lorsqu'on voit ce reportage, est-ce qu'on est confiant pour l'avenir lorsqu'on voit ces résultats, lorsqu'on entend ces polémiques, quand on arrive et qu'on prend ces fonctions? Alors évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats. Je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont réussi le bac ou le brevet. Car, comme ça a été rappelé, aucune consigne a été donnée pour remonter artificiellement les notes pour le bac ou le brevet. On est au vice-rectorat soucieux de la qualité. Et la preuve en est, aujourd'hui, un grand nombre de bacheliers trouvent ensuite des places dans les meilleures filières universitaires en métropole ou ailleurs. Donc surtout, ne pas baisser le niveau du bac mahorais. Si on avait voulu aujourd'hui augmenter les notes, on ne serait pas au taux de réussite qu'on déplore aujourd'hui. On sent quand même que vous voulez être très, très optimiste par rapport à ça. Alors, je ne suis pas optimiste par nature, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de travail à faire à Mayotte. Et surtout, moi je sens qu'il y a une volonté pour faire ensemble. Et la première chose, c'est exactement ce qu'on vient de dire à la fin du reportage, c'est qu'il faut se concentrer sur les élèves qui ont envie de réussir et les élèves qui ont le niveau pour réussir. Et dans votre reportage, on parle de ceux qui sont en difficulté, qui ne comprennent pas le sens des questions et qui ont des difficultés avec la langue. Ceux-là, évidemment, il faut les traiter. J'ai envie de dire, il faut aussi qu'ils acquièrent les bases avant d'entrer dans le cycle commun. Il faut sortir du dogme où on met tout le monde dans la même classe. Ça marche
quand il y a une minorité d'élèves en difficulté, ça ne marche pas dans le contexte spécifique de l'île. Et donc aujourd'hui, notre mission, elle est de faire réussir les élèves qui ont été scolarisés, on va dire normalement, du primaire jusqu'au bac. Et cela, si on regardait et si on s'attardait à ces élèves-là, sur ces élèves-là, on verrait qu'ils ont des taux de réussite, je pense, assez similaires à ce qu'on trouve en métropole. Le problème aujourd'hui de Mayotte, c'est que, évidemment, il y a des élèves qui intègrent notre système scolaire et qui n'ont pas le niveau adapté. Cela, il ne faut pas qu'ils viennent plomber. On ne peut pas les faire redoubler, puisqu'à un moment donné, il y aurait plus de place pour personne. Alors, vu l'effectif grandissant. Effectivement. Alors, d'abord, là, on parle évidemment des élèves qu'on a scolarisés dans nos établissements. Et ces élèves-là, pour certains, il n'y a pas de problème. Ils vont intégrer assez rapidement le circuit normal. S'ils n'ont aucune difficulté en français, s'ils n'ont pas de retard, il ne faut pas non plus penser qu'ils arrivent tous avec des difficultés. Ceux qui ont des difficultés, et ce qu'on va proposer à titre expérimental dès la rentrée, c'est, on va dire, de faire des SAS et d'attendre qu'ils aient le bon niveau pour intégrer les classes. Il faut aujourd'hui qu'on préserve le niveau des élèves qui sont sur le territoire pour réussir. C'est une demande des parents et c'est une demande de tout le monde. Et justement, ce qui nous emmène justement à parler des défis de l'éducation ici à Mayotte, puisque vous vous êtes d'ailleurs entretenu avec les syndicats enseignants, parents d'élèves, qui vous ont d'ailleurs fait part de leurs attentes. On écoute à ce propos Aïdar Atoumeni de la FCPE au micro d'Andri Rakotondravola. Nous attendons à ce qu'il y ait la lutte contre l'intrusion d'armes blanches dans les établissements scolaires, parce qu'on s'est rendu compte que nos établissements sont devenus des armureries. Ensuite, on souhaite à ce qu'il se penche d'une manière sérieuse à la problématique de l'insuffisance de places, parce qu'on a pas mal d'élèves qui vont se retrouver sans école, mais en même temps, on souhaite à ce qu'il se penche également sur l'autre problématique qui est récurrente chaque rentrée, à savoir le manque d'enseignants dans les lycées et collèges. Alors pour continuer, monsieur le vice-recteur, quelle est la priorité pour la rentrée de cette année après ces échanges que vous avez eus, notamment avec les parents d'élèves et les syndicats enseignants? Alors, tout de suite, je voudrais dire que quand même, les collèges et les lycées ne sont pas devenus des armureries. On va dire dans tous les établissements de France, métropole ou outre-mer, évidemment, les mêmes consignes sont données pour interdire tous les armes. On a eu quand même des épisodes assez violents dans les établissements. Alors ici. souvent, ces épisodes violents se font à l'extérieur. Et là, je reconnais un parent d'élève d'un établissement de Msangamouji qui a été touché par un drame, mais un drame qui s'est commis à l'extérieur de l'établissement, ce qui n'empêche pas qu'on peut le regretter. Et heureusement d'ailleurs, et je tiens à les féliciter, que tout le personnel de l'établissement a protégé l'élève qui avait été blessé et qui a pu être évacué. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut sécuriser, c'est le terme, les élèves à l'abord des établissements. Donc pour ça, évidemment, on marche main dans la main aujourd'hui avec la gendarmerie sur son secteur, avec la police sur son secteur, avec les EMS et aussi avec les parents qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à se mobiliser aussi pour faire acte de présence à l'extérieur des établissements. Donc la sécurisation, c'est une priorité. Et puis vous savez aussi, pour répondre à l'enjeu aujourd'hui de la surpopulation dans les établissements, que l'État a mis sur la table dans le cadre du plan de convergence, alors pour nous, un demi-milliard d'euros pour la rénovation et la construction des établissements. Donc il faut qu'on le pense là aussi avec les élus, avec les parents d'élèves, aujourd'hui pour avoir des établissements adaptés pour faire réussir les élèves de Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Malheureusement, le temps est très court pendant les vacances. Merci. Je le comprends et à bientôt, du coup. Merci, à bientôt. Dans l'actualité également, c'est
ces mots, les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire, ce que chacun comprendra. Les mots ce mardi du désormais ex-ministre de l'écologie, François de Rugy, qui démissionne suite aux révélations de Mediapart concernant les dîners de gala organisés à l'hôtel de l'Essai pendant sa présidence à l'Assemblée nationale. L'homme a fait savoir par ailleurs qu'il avait porté plainte contre Mediapart, une plainte en pénal pour diffamation. Et au niveau national, les réactions politiques autour de cette démission n'ont évidemment pas tardé. En bref, toujours, on connaissait le mois, mais pas la date exacte. On sait désormais que les élections municipales seront organisées les dimanches 15 et 22 mars 2020. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé ce mardi. Cette date conditionne également la date limite de dépôt de candidature fixée au jeudi 27 février. Le ministre de l'Intérieur rappelle également dans un communiqué que les personnes ayant besoin de s'inscrire sur les listes électorales pourront déposer leur demande jusqu'au 7 février prochain. Autre information, bref, toujours sachez que dès vendredi et jusqu'au 31 juillet, plus de 30 scientifiques participeront à Mayotte à une nouvelle campagne d'exploration volcanologique baptisée Mayops 4, une nouvelle exploration pour mieux affiner les connaissances géologiques de la zone. Écoutons à ce propos Nathalie Feuillet, physicienne à l'IPGP, l'Institut physique du Globe à Paris, au micro de Karine Zabulon et Nordine Bensmael. On va refaire la cartographie pour voir s'il a poussé, s'il a grossi, si on a des nouvelles coulées autour. Et donc ça va permettre d'affiner notre connaissance géologique de la zone pour pouvoir proposer des scénarios d'évolution, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment le faire sur la base des données qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il peut très bien s'arrêter de pousser là, comme il peut éventuellement donner un jour une île? Alors oui, il peut s'arrêter de pousser. Selon moi, il ne pourra pas donner une île parce qu'il est à peu près de la même taille, disons un petit peu plus gros, mais un peu de la même taille que tous les petits volcans qu'on a identifiés tout autour, qui ne sont pas des volcans en activité actuellement, qui sont des volcans qui ont une morphologie assez récente, qui sont récents à l'échelle des temps géologiques, on va dire. Ils ont tous un petit peu la même taille. Et voilà pour cette nouvelle campagne d'exploration, donc à partir de vendredi jusqu'au 31 juillet. Ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle cet engin de levage qui a pris feu subitement ce matin au port de Longoni. Les conséquences probablement d'un court-circuit. Fort heureusement, pas de blessés à déplorer ni d'arrêt d'activité au port suite à cet incident. Merci de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le journal en Mahorais. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.